Chapitre 5 Ad Maiorem Dei Gloriam. Le réputé collège de Clermont, qui devint par la suite lycée Louis-le-Grand, n'avait vraiment rien de commun avec l'école paroissiale. Il était dirigé par les membres de la puissante Compagnie de Jésus et les pères jésuites y avaient instauré un ordre prestigieux pour la plus grande gloire de Dieu. Et il faut avouer que tout ce qu'il faisait était bien fait. Le collège, dirigé par un recteur, le père Jacques Dinet, comptait jusqu'à 2000 enfants et jeunes gens sur lesquels 300 étaient inscrits tandis que les autres allaient et venaient librement. La Compagnie de Jésus dispensait son enseignement à l'élite de la France. Les pères professeurs donnaient aux élèves de Clermont des leçons d'histoire, de littérature ancienne, de droit, de physique et chimie, de théologie et de philosophie, et leur enseignaient le grec. Quant au latin, inutile d'en parler. Outre la lecture et l'étude incessante des auteurs latins, les lycéens de Clermont devaient utiliser la langue latine dans leur conversation entre les heures de cours. Vous admettrez que, dans ces conditions, on puisse posséder à fond cette langue fondamentale. Certaines heures étaient réservées aux leçons de danse. À d'autres moments, on entendait les épées s'entrechoquer. Les jeunes Français apprenaient à manier les armes pour défendre l'honneur du roi de France dans la mêlée des batailles et le leur en combat singulier. Dans les grandes occasions, les internes de Clermont jouaient les pièces des auteurs de la Rome antique, Publius Terence et Sénèque notamment. Voilà l'établissement où Louis Cresset avait fait entrer son petit-fils. Poquelin père ne pouvait aucunement se plaindre que son rejeton, futur valet de chambre du roi, fût tombé en mauvaise société. On trouvait parmi les élèves du collège une grande quantité de noms illustres. Les meilleures familles de la noblesse envoyaient leurs fils à Clermont. À l'époque où Poquelin suivait en qualité d'externe l'enseignement du collège, celui-ci comptait parmi ses élèves 3 princes, dont l'un n'était autre qu'Armand de Bourbon, prince de Conti, frère germain d'un autre Bourbon, Louis de Condé, duc d'Enghien, qui reçut par la suite le surnom de Grand Condé. En d'autres termes, Jean-Baptiste avait pour condisciple une personne de sang royal. Cela suffit à montrer la qualité de l'éducation que dispensait le collège de Clermont. Il convient de noter que les jeunes gens de sang bleu ne se mélangeaient pas aux fils de riches bourgeois, dont faisait partie Jean-Baptiste. Les princes et les marquis étaient des pensionnaires qui possédaient leurs domestiques, leurs maîtres, des heures de cours particulières et des salles réservées. Il faut ajouter que le prince de Conti, qui jouera par la suite un rôle important dans la vie agitée de mon héros, avait 7 ans de moins que lui, était entré au collège alors qu'il était encore tout enfant et ne rencontra naturellement jamais Jean-Baptiste. Donc le jeune Poquelin se plongea dans l'étude de Platon, Terence et Lucrèce. Conformément au règlement, il se laissa pousser les cheveux jusqu'aux épaules et usa ses larges culottes sur les bancs de la classe en farcissant sa tête de latin. La boutique du tapissier se perdit dans le brouillard. Notre héros était entré dans un autre monde. Poquelin père marmonnait. « Ah, c'est le destin qu'il a voulu. Enfin, on n'y peut rien, je transmettrai l'affaire au 2e fils. Ah, celui-là deviendra peut-être avocat ou notaire ou Dieu sait quoi. » Vous croyez peut-être que l'écolier Baptiste perdit sa passion d'enfant pour le théâtre. Hélas, il n'en fut rien. Dès qu'il avait un moment de liberté, il s'arrachait aux griffes du latin pour aller comme auparavant au Pont-Neuf ou dans les théâtres. Seul le grand-père avait été remplacé par la compagnie de quelques camarades d'études. Et au cours de ces années de collège, Baptiste put se familiariser plus amplement avec le répertoire de l'Hôtel de Bourgogne et du Marais. Il vit les pièces de Pierre Corneille, La Veuve, la Place Royale, la Galerie du Palais et le fameux Cid, qui apporta à son auteur une gloire retentissante et l'envie de ses confrères de plume. Mais ce n'est pas tout. Vers la fin de ses études au lycée, Jean-Baptiste apprit à dépasser le parterre et les loges du théâtre et à pénétrer dans les coulisses, ce qui lui valut de faire une des plus importantes rencontres de sa vie. Il rencontra une femme. Elle s'appelait Madeleine Béjart et était actrice. Elle avait un temps travaillé au théâtre du Marais. Madeleine était rousse, avenante et avait de la vie générale beaucoup de talent. Ardente admiratrice du dramaturge Rotrou,
Elle était intelligente, avait un goût sûr et se signalait à l'attention par sa culture littéraire et le fait qu'elle écrivait des vers. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'envoûtante actrice parisienne ait totalement subjugué le jeune élève de Clermont qui était de 4 ans son cadet. L'intéressant est que Madeleine paya Jean-Baptiste de retour. Les études au collège durèrent 5 ans et s'achevèrent, furent couronnées en quelque sorte, par l'étude de la philosophie. Durant ces 5 années, Jean-Baptiste étudia consciencieusement et trouva le temps de courir les théâtres. Mon héros devint-il un homme instruit dans ce collège ? Je ne crois pas qu'aucun établissement d'enseignement puisse former un homme instruit. Mais il n'en reste pas moins qu'un enseignement bien conçu permet à quelqu'un de devenir un homme discipliné et d'acquérir des habitudes qui lui seront utiles dans le futur, quand il aura à s'instruire par lui-même. Oui, au collège de Clermont, Jean-Baptiste apprit la discipline, apprit à respecter les sciences dont on lui avait montré le chemin. Quand il quitta le lycée, il n'y avait plus rien en lui du méli-mélo de l'école paroissiale. Son esprit avait été, comme disait Méphistophélès, lassé dans des brodequins espagnols. Au cours de ses études à Clermont, Poquelin se lia d'amitié avec un certain Chapelle, fils illégitime d'un richissime financier nommé l'Huillier, et se mit à fréquenter sa maison. L'année où nos Clermontois achevaient leur dernière année de collège, on vit paraître dans la maison de l'Huillier, et s'y installer en qualité d'hôte privilégié, un homme très remarquable. Il s'appelait Pierre Gassendi. Le professeur Gassendi, en provençal, avait une solide culture. Il avait accumulé des connaissances qui auraient suffi à une dizaine d'hommes. Gassendi était professeur de rhétorique, excellent historien, au fait de la philosophie, de la physique et de la mathématique. Le volume de ses connaissances dans le seul domaine de la mathématique était si considérable qu'on lui avait proposé, pour ne citer qu'un exemple, une chaire au Collège royal. Mais, répétons-le, le bagage de Pierre Gassendi ne se limitait pas à la mathématique. Homme à l'esprit inquiet et aiguisé, il avait inauguré sa carrière par la lecture du célèbre philosophe péripatéticien de l'Antiquité, Aristote, et l'avait étudié à fond, et, la chose faite, s'était mis à le haïr tout aussi à fond. Puis, dès qu'il eut fait la connaissance de la grande hérésie du Polonais Nicolas Copernic, qui proclama à la face du monde que les anciens s'étaient trompés en assurant que la Terre est le centre immobile de l'univers, Pierre Gassendi aima Copernic de toute son âme. Gassendi était fasciné par le grand penseur Giordano Bruno, qui périt sur le bûcher en 1600 pour avoir affirmé que l'univers est infini et qu'il contient une multitude de mondes. Gassendi était de tout cœur encore avec le génial physicien Galilée, qui fut contraint, la main sur l'Évangile, de renier sa conviction que la Terre tourne. Tous ceux qui avaient été assez courageux pour s'attaquer à l'enseignement d'Aristote ou des philosophes scolastiques qu'il avait suivis trouvaient en Gassendi le plus sûr des complices. Gassendi n'ignorait rien des thèses du français Pierre de la Ramée qui osa contredire Aristote et qui mourut pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Gassendi connaissait bien l'espagnol Juan Luis Vives qui écrasa la philosophie scolastique et l'anglais Francis Bacon, baron Verulam, qui s'opposa à Aristote avec son Instauratio Magna, mais on ne pourrait les citer tous. Le professeur Gassendi était un novateur né. Il vénérait la clarté et la simplicité de pensée, avait une foi sans limite dans l'expérience et tenait en grande estime l'expérimentation. Et tout ceci reposait sur le socle de granit de son éducation philosophique personnelle. Gassendi avait puisé cette éducation dans cette même antiquité reculée chez le philosophe Épicure qui vécut environ 300 ans avant notre ère. Si on avait demandé à Épicure « À quoi se résume votre doctrine ?» on peut supposer que le philosophe aurait répondu « Vers quoi tend toute créature vivante ? Toute créature vivante tend vers le plaisir. Pourquoi ? Parce que le plaisir est le plus grand bien. Vivez donc en sage, efforcez-vous d'atteindre au plaisir permanent. » La formule d'Épicure avait extraordinairement frappé Pierre Gassendi qui, avec le temps, élabora sa propre doctrine. La seule chose innée chez l'homme, disait-il à ses élèves en pinçant sa barbichette érudite, c'est l'amour de soi.
Et le bonheur est le but de la vie de tout homme. Et quels sont les éléments du bonheur? Les yeux du philosophe étincelaient. Deux, messieurs, et deux seulement. Une âme en paix et un corps sain. Pour ce qui est de la santé du corps, n'importe quel médecin vous conseillera utilement. Mais pour la paix de l'âme, je vous dirai, mes enfants, ne faites pas le mal, et vous n'aurez ni repentir ni regret, qui sont les deux seules choses qui rendent les gens malheureux. L'épicurien Gassendi avait commencé sa carrière savante par la rédaction d'une œuvre volumineuse où il démontrait la totale ineptie de l'astronomie et de la physique aristotélicienne et défendait les théories du Copernic dont je vous ai parlé. Mais cette intéressante composition resta inachevée. Si l'on avait demandé la raison au professeur, je soupçonne fort qu'il aurait fourni la réponse que fit un certain Chrysale, héros d'une des futures comédies de Molière, à la trop savante femme Philaminte. Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille m'est chère. Je n'irai pas en prison pour Aristote, messieurs, aurait pu dire Gassendi. Et en effet, quand cette guenille, votre corps, sera mise en prison, que deviendra votre bel esprit philosophique? Bref, Gassendi s'arrêta à temps, renonça à terminer son travail sur Aristote et se lança dans d'autres entreprises. L'épicurien aimait trop la vie, et l'arrêté du Parlement de Paris de 1624 était encore saignant dans toutes les mémoires. Aristote avait été en quelque sorte canonisé par toutes les facultés savantes de l'époque, et le décret du Parlement promettait en termes non équivoques la peine de mort à tous ceux qui oseraient s'attaquer aux philosophes antiques et à ses épigones. C'est ainsi que Gassendi s'épargna de sérieux désagréments. Il effectua un voyage en Belgique et en Hollande, écrivit une série d'importants travaux et finit par se retrouver à Paris chez son vieil ami l'huilier. Le conseiller, qui n'était pas bête, demanda au professeur d'enseigner à titre privé les sciences à son fils Chapelle. Et comme c'était en outre un homme à l'esprit ouvert, il autorisa son fils à réunir un groupe de jeunes gens qui recueilleraient avec lui l'enseignement de Gassendi. Furent admis dans le groupe Chapelle, notre Jean-Baptiste, un certain Bernier, jeune homme qui ressentait une très vive attirance pour les sciences de la nature et qui fit par la suite de nombreux voyages en Orient, d'où le surnom de Grand Mongol qu'on lui donna à Paris, et pour finir un personnage tout à fait inattendu dans cette compagnie. Plus âgé que les autres, celui-ci ne sortait pas du collège de Clermont, mais était un officier de la garde récemment blessé à la guerre, ivrogne, prêteur, hâbleur, don Juan, dramaturge débutant et non sans talent. Alors qu'il suivait le cours de rhétorique du collège de Beauvais, il avait écrit une pièce intéressante, Le Pédant joué, dans laquelle il mettait en scène son directeur, Jean Grangier. Il s'appelait Cyrano de Bergerac. Toute cette compagnie assemblée dans le somptueux appartement de l'huilier buvait donc avec avidité les discours enflammés de Gassendi. Voilà où mon héros a perfectionné son apprentissage. Chez ce Provençal, au visage raviné par les passions. De lui, Jean-Baptiste reçut en héritage la philosophie triomphante d'Épicure et bon nombre de connaissances sérieuses sur les sciences de la nature. À la lumière envoûtante des bougies de cire, Gassendi lui insuffla l'amour du raisonnement clair et précis, la haine de la scolastique, le respect de l'expérience, le mépris du toc et du clinquant. Le moment vint enfin où le collège de Clermont et les leçons de Gassendi eurent une fin. Mon héros devint adulte. « Va à Orléans, dit Poquelin père au Clermontois achevé, et passe l'examen de la faculté de droit. Obtiens ta licence, et aie la bonté de ne pas échouer, car j'ai dépensé pas mal d'argent pour toi. » Et Jean-Baptiste partit pour Orléans afin de décrocher un diplôme de droit. Je ne sais pas au juste combien de temps il passa dans cette ville et à quelle époque précise. Ce fut apparemment au début de l'année 1641. L'un des innombrables détracteurs de mon héros a soutenu, bien des années après, qu'à Orléans, n'importe quel bourrique pouvait obtenir son diplôme à condition que cette bourrique ait de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. Une bourrique ne peut pas décrocher de diplôme, et mon héros n'a rien d'une bourrique. Il est vrai
Certains jeunes gens heureux de vivre qui allèrent passer leur examen à Orléans ont raconté qu'ils étaient arrivés sur le soir à l'université, qu'ils avaient réveillé les professeurs, que ceux-ci avaient, en bâillant, enfilé leur toque magistrale par-dessus leur bonnet de nuit graisseux et les avaient sur le champ examinés et gradués. Mais il est très possible que les jeunes gens aient menti. Quoi qu'il ait pu se passer à Orléans, on sait de manière sûre que Jean-Baptiste eut sa licence de droit. Donc, plus de gamins en petit col blanc, plus d'écoliers aux longs cheveux, devant moi, un homme. Il a des boucles de cheveux artificielles, il porte une perruque claire. Je regarde cet homme avec avidité. Il est de taille moyenne, un peu voûté, la poitrine creusée. Dans un visage bistré aux pommettes saillantes, les yeux sont écartés, le menton pointu, le nez large et plat. Bref, il n'a vraiment rien pour plaire. Mais les yeux sont remarquables. Je lis en eux un étrange, perpétuel sourire sarcastique et en même temps un éternel étonnement devant le monde qui l'entoure. Il y a dans ses yeux quelque chose de voluptueux, de féminin presque, et tout au fond, un mal caché. Il y a un ver, croyez-moi, chez cet homme de 20 ans, un ver qui déjà le ronge. Cet homme bégaie et respire à contretemps quand il parle. Je vois, c'est un impulsif. Il a des sautes d'humeur brutales. Ce jeune homme passe facilement de moments de joie débridés à des moments d'hésitation pénible. Il découvre les aspects comiques des gens et aime à les tourner en dérision. Parfois, il se découvre par mégarde. Tout de suite après, il tente d'être secret et de ruser. Il est par moments follement courageux, mais capable de retomber aussitôt dans l'irrésolution et la lâcheté. Oh, croyez-moi, dans ces conditions, il aura une vie difficile et se fera beaucoup d'ennemis. Mais place à la vie.